Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Hortense Cartier-Bresson, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion de la parution d'un disque qui est devenu mon disque de chevet, consacré à Bach, encadré par Berg, Schoenberg et Webern. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, Hortense Cartier-Bresson. Le départ, c'est le projet Bach. Alors, le départ, c'est Bach encadrant d'autres musiciens, je dirais comme ça. Et l'évidence est venue en travaillant cette musique des toccatas de Bach, particulièrement un passage très très chromatique de la toccata en fa dièse mineur, où là j'ai entendu la sonate de Berg. C'est-à-dire que j'avais envie, je l'entendais dans ma tête en même temps. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait un lien tellement fort comme si Bach avait déjà en lui cette possibilité dans ses œuvres que l'écriture pourrait aller jusque-là. C'est quelque chose de très... Enfin, c'est mon ressenti, évidemment, et complètement subjectif, mais le lien m'est apparu comme ça, comme une évidence. Voilà. Alors, ce disque qui vient de paraître pour le label Aparté succède à votre disque consacré aux dernières œuvres de Brahms, aux opus 116, 117, 118. Et donc, il y a souvent un lien évident entre Brahms et Bach, sans parler même de la transcription de la chaconne par Brahms de la deuxième partita, mais il y a quand même un lien je pense solide. qu'il y a un lien évident entre Bach et Brahms, bien sûr, par l'amour de Brahms que Brahms avait pour le contrepoint, mais aussi un lien évident entre Brahms et Schoenberg, entre Brahms et Berg. Plus Mahler et Webern que Brahms et Webern, mais quand même, il y a des liens, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, il y a 7 toccatas de Bach, vous en avez choisi 3. Parce que c'est celle qui vous correspondait pour vous le plus à ce projet. C'était vraiment lié au projet. C'est-à-dire que j'ai choisi ces 3-là. Alors, vraiment, le projet est parti donc de la fa dièse mineure, où je voulais absolument associer c'était pour un concert, je voulais associer la toccata en fa dièse mineure et la sonate de Berg. Et ensuite, je me suis dit, mais Bach, Schoenberg, c'est évident. C'est-à-dire, même en plus, dans l'opus 11, il y a des références à Bach tout le temps. Dans le si, la, l'opus 11 de Schoenberg. L'opus 11 de Schoenberg. Le nom de Bach est présent. Schoenberg aimait beaucoup travailler avec les lettres. Et il y a son nom, il y a S, mais il y a aussi le BACH. Et donc j'ai choisi la toccata en mi mineur parce que le début de l'opus 11 de Schoenberg est chromatique, mais en mi mineur, quelque part, si on peut dire. Et donc je trouvais que ça sonnait très très bien. Et la même chose pour Webern, j'ai choisi celle en ré mineur parce que l'enchaînement de ré mineur avec le début des variations de Webern marche très très bien. Voilà. Cette musique de Bach, elle vous accompagne depuis longtemps, depuis toujours ou alors non, pas depuis toujours. Évidemment, quand j'étais petite, c'était mon musicien préféré. Je passais mon temps à déchiffrer le clavier bien tempéré. Je baignais dedans. Enfin, c'était vraiment ma vie. J'en ai évidemment beaucoup joué comme étudiante jusqu'à l'âge de 23, 24 ans. Enfin bon. Et puis après, se sont posées toutes les questions de comment jouer Bach au piano. Et là, j'ai dit, je ne suis pas prête. Donc, j'ai arrêté de jouer Bach au piano et j'ai attendu pas mal d'années avant d'oser m'y mettre. Mais là, ça fait plus de 20 ans que je suis dessus. Ouais, parce qu'il y a eu toute une période dans les années 70, 80. Très culpabilisante. Oui, presque de terreur sur l'interprétation de Bach au piano. Très culpabilisante et on ne savait plus comment s'y prendre. Et je pense que ça n'a pas été mauvais quelque part pour la qualité de l'interprétation. Parce que je pense que les pianistes... Alors, il y a eu des très, très, très grands interprètes de Bach bien avant cette période-là, bien sûr. Mais peut-être que les pianistes ont été obligés de réfléchir. Alors, peut-être ont été trop loin dans le côté claveciniste à tout prix. Enfin, voilà. Et donc, moi, j'avoue que je suis dans une période très libératrice en tant qu'interprète où je peux me permettre tout ce que je veux. C'est-à-dire que Bach, de toute façon, les facettes de cette musique sont
tellement riche, tellement varié, autant au niveau de l'écriture que de la matière de la musique et de l'émotion. Enfin, c'est incroyable, c'est quand même d'une émotion phénoménale que je me dis, on peut profiter du piano pour justement imaginer tous les sons qu'on veut. C'est ça l'avantage du piano, c'est qu'on peut tout imaginer avec un piano. D'ailleurs, pour dire son nom, moi j'étais il y a quelques années à un concert d'un pianiste qui jouait du Bach, et il y avait dans le public Benjamin Allard, grand claveciniste, grand organiste, et il trouvait ça formidable. Mais oui. Enfin, maintenant, on est quand même à une période où... Bien sûr. Non, il n'y a plus cette tyrannie du tout. Et heureusement, parce que, moi, vous savez, secrètement, je me dis que peut-être Bach aurait adoré le piano. Parce qu'il y a une telle expressivité dans sa musique. Et cette nouveauté de pouvoir avoir des sons qui se prolongent, de mettre de la pédale, d'imiter l'orgue avec un piano, ça, on peut le faire vraiment. C'est merveilleux, je veux dire, c'est vraiment merveilleux. Et puis le côté cantabile et le côté chanté, on peut faire beaucoup de choses. Alors, ce qui est assez incroyable chez Bach, c'est qu'à la fois, il y a une structure très très forte. On a l'impression quand même, justement, vous le disiez, Hortense Cartier-Bresson, il y a une grande liberté pour l'interprète, parce que vous avez 1000 façons de le jouer. Et j'imagine même que d'un jour à l'autre, ça doit changer. Alors même qu'il y a une solidité dans l'écriture. Exactement, mais ça, alors particulièrement les toccatas, parce qu'elles sont construites de façon qu'il y ait des alternances entre des moments très improvisés et des fugues très structurées. Donc, alors déjà, il faut les choisir, le tempo, le matériau sonore que l'on veut pour les fugues. Ça, c'est des choix tout à fait particuliers. Je sais que moi, j'ai fait des choix qui sont les miens, vraiment, et donc ça, je les assume complètement. Mais alors, ce qui est très improvisé, les récitatifs ou les périodes, ça, on peut changer évidemment d'un jour sur l'autre. Mais bon, moi je fonctionne de toute façon en tant qu'interprète. Je fixe pas beaucoup mes interprétations. Je suis, je suis quelqu'un qui travaille excessivement précisément sur la grille, ce que j'appelle une grille d'interprétation. C'est-à-dire mon schéma d'interprétation. Comme un jazzman. C'est pour ça que j'utilise ce mot, mais voilà. Le schéma d'interprétation est vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire je sais où je veux aller avec chaque note. Mais ça peut être de façon différente suivant les jours. C'est un peu particulier, si vous voulez. J'aime beaucoup ça. Travailler la structure et la pensée de manière à ce qu'on puisse être libre de parler la musique, finalement. Et cette musique de Bach, parce que je me souviens d'avoir entendu un de vos maîtres, György Sebok, jouer justement la première partita de Bach. C'était un de mes plus beaux souvenirs de concert, Hortense Cartier-Bresson. Vous avez travaillé Bach avec lui ou pas du tout ? J'en ai travaillé un peu, oui. Et j'étais vraiment mauvaise à ce moment-là. Comment vous pouvez dire une chose pareille ? C'est lui qui vous l'a dit ou... Il n'a pas été... Il m'aimait beaucoup. Hein. Donc ça ne devait pas être quelqu'un de très facile, c'est un immense musicien. Il était très, très, très honnête dans ses jugements. Donc quand c'était pas bon, on le comprenait très, très vite. Vous aviez étudié où, à Bloomington ? Oui, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'étais en 3e cycle. Et donc je l'ai suivi assez rapidement. J'ai passé 3 ans et demi à Bloomington avec lui. Non, ça a été déterminant pour moi, bien sûr. Complètement déterminant. Et pourquoi vous dites que vous avez été mauvaise dans Bach ? Parce que j'avais beaucoup de... Alors, c'est dangereux ce que je vais dire, parce que les Français, à cette époque-là, avaient beaucoup de défauts rythmiques. Et ça, avec Schaböck, ça ne pardonnait pas. Oui, grand musicien hongrois, je le précise pour les auditeurs qui ne le connaissent pas forcément. Et là, il m'a dit une chose. Tant pis pour le conservatoire a beaucoup changé depuis. Il m'a dit, c'est la première fois que je vous entends jouer conservatoire. Donc ça voulait dire que mon imagination personnelle n'était pas très libre là, et que j'avais beaucoup de défauts. Voilà. Et puis il y avait peut-être ce blocage vis-à-vis de Bach que vous évoquiez. Le résumé était terrible. Mais bon, ça m'a permis de réfléchir. Il a été assez franc avec moi sur quelques plans. J'ai des souvenirs... Oui, mais enfin, j'ai été obligé de revoir ma copie. Enfin, si vous êtes resté 3 ans et demi à ses côtés pour suivre son enseignement, vous n'avez pas que des souvenirs difficiles. Non, mais bien sûr que non. Non, mais comment dire c'est un musicien qui, d'un talent, d'une qualité incroyable, mais qui savait déceler la vérité intrinsèque d'un musicien intérieurement. Et dès qu'on partait
de cette vérité intérieure et qu'on commençait à faire des choses un peu fabriquées ou extérieures. Et ça, c'était cinglant. C'était cinglant. Donc moi, ça a été une leçon de vie même presque, et de vie par rapport à la musique. C'est-à-dire comment être authentique dans son travail et dans son rapport à la musique. Voilà. Mais ça, c'est un enseignement que vous avez suivi vous-même dans votre enseignement, parce que Hortense Cartier-Bresson, sans vouloir vous faire rougir, quand on voit la qualité de vos élèves, qui étaient sans doute antérieurs à la venue chez vous, mais qui sont devenus après passage dans votre classe des pianistes d'une telle envergure, on se dit que justement, vous avez su révéler en eux des choses, mais je ne veux pas encore une fois vous faire rougir, mais ça c'est peut-être un enseignement de Chebok ou... Certainement. En même temps, je suis très différente parce que je suis beaucoup plus concrète et pragmatique que Chebok. Donc, mais en même temps, bien sûr, cette chose fondamentale-là, ça m'habite tout le temps. Tout le temps comme professeur. Ça, c'est certain. Et j'ai eu la chance d'avoir des grands talents dans ma classe et d'essayer de les guider le mieux possible, oui, bien sûr. Mais oui, la liste est longue. On parlait hors micro de Théo Fouchenray, bien d'autres. Théo, c'est merveilleux, vraiment. Guillaume Bellhomme aussi a été dans ma classe. Qui je peux citer, il y en a des jeunes là qui sortent, qui vont être merveilleux. Vraiment. Oui, la liste est longue et belle. Hortense Cartier-Bresson, mais vous dites, moi je suis plus pragmatique et concrète. C'est-à-dire que lui, c'était quoi? C'était très imagé? Quelquefois, Chebok ne voulait pas trop mettre les mains dans le cambouis. C'est peut-être aussi parce qu'il avait des élèves déjà d'un haut niveau technique. Pas tout le monde, mais je crois que ça faisait pas partie de son... Je pense qu'il était trop doué peut-être pour ça, je ne sais pas. Et peut-être qu'il n'avait pas envie, enfin il faut un certain... Et donc quelquefois c'était un tout petit peu, surtout en masterclass, il pouvait aller dans des considérations philosophiques et pas aller précisément dans les choses concrètes, voilà. Mais c'était génial, hein, et chacun. Mais quelquefois, certains jeunes ne savaient pas trop quoi faire avec ce qu'il racontait, même si je trouvais ça extraordinaire. Moi, c'est vrai que mon côté pragmatique fait que je donne des outils pour que J'adore l'idée de leur donner un sac d'outils pour qu'ils puissent se développer par eux-mêmes, qu'ils aient vraiment développé une écoute et une lecture des partitions profonde. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec un texte, ça c'est évident, mais que tout ça, tous ces outils, toute cette science de l'écriture, je parle énormément d'harmonie, évidemment, énormément d'écriture pure, enfin de comment c'est écrit, pour qu'ils puissent développer leur propre manière de jouer. Voilà. Quand vous parlez de partition, par exemple, si on prend ces trois toccata de Bach que vous interprétez sur votre dernier disque, la partition, elle ne dit rien au niveau des tempi, elle ne dit rien au niveau des nuances, donc ça vous donne une très grande liberté. Comment vous faites quand vous vous retrouvez avec une partition? Vous la travaillez énormément, puis c'est après que vous prenez la liberté de... C'est-à-dire que j'essaye de la regarder sous plein d'angles différents. C'est-à-dire qu'il y a toutes les dimensions rythmiques, je sais pas, qui est phénoménale. Donc ça, c'est très, très important. Bien sûr, la dimension polyphonique et mélodique, la qualité et la structure harmonique. Donc, et puis, comment faire entendre tout. Pour moi, c'est ça. Je suis très... j'ai pas envie de sacrifier. Donc quelquefois je me rends compte que j'en fais bien entendre un certain aspect. Ah oui, mais le lendemain je dis mais c'est nul, il manque ça. Donc après ça prend du temps pour... Et quand on commence à avoir l'impression qu'on fait entendre le plus possible de la partition, parce que tout c'est rare, mais le plus possible, on commence à devenir à peu près heureux. Et vous avez écouté des Clavecini jouer ses œuvres ou alors non? Non, ça, j'écoute toutes sortes d'interprétations. Oui, mais j'écoute pas énormément d'autres interprètes personnellement. J'écouterais plus la Messancy et les passions. Choses qui n'ont rien à voir. Voilà, j'ai toujours été comme ça comme musicienne. Je veux dire, le clavier. J'en joue parce que ça me permet de tout faire avec, mais ce qui m'intéresse, c'est au-delà du clavier.
Bah, ça s'entend dans ce disque. Enfin, c'est vrai qu'il y a à la fois la force de ces structures et cette liberté. Ces toccata, c'est étrange parce que on les entend pas beaucoup. C'est quand même des œuvres d'une séduction incroyable pour l'auditeur. Mais c'est quoi? C'est dû à leur difficulté extrême. Parce que après tout, toutes les œuvres de Bach pour clavier sont difficiles. Donc... Toutes les œuvres sont difficiles, mais étant donné qu'il a écrit ça relativement jeune, et il y a une verve incroyable de spontanéité, et c'est moins cadré, je dirais, que les partitas ou les c'est d'une suites. générosité. Voilà. Et du coup, je crois qu'il faut oser aussi beaucoup pour jouer ces œuvres-là. Il faut prendre des risques, quoi, de se dire, bon, bah tant pis si je me trompe, mais j'essaye, j'y vais. Voilà. Bah, en tout cas, si vous êtes trompé, moi je m'en suis pas rendu compte. Tant mieux. Je vois pas qui pourrait s'en rendre compte parce que se tromper de cette manière, c'est plutôt formidable. Et justement, alors ce qui est extraordinaire, c'est cette manière de nous les faire réécouter, puisque succède à cette toccata en mi mineur. C'est oui, ça, je la commence par première. celle en mi mineur. Oui. BWV 914 pour être précis. Donc il y a ces 3 pièces opus 11 de Schoenberg. Une musique presque abstraite, enfin qui a l'air justement en résonance avec cette toccata. Mais... Oui, et en même temps, tellement expressive. C'est de la musique incroyablement expressive. On pense au Pierrot lunaire plus tard, on pense... l'orchestration de la deuxième est très sombre avec ses contrebasses. Je parle de contrebasse alors que je joue du piano, mais bon, vraiment, c'est saisissant. Donc là, et Schoenberg lui-même disait qu'il se référait aux anciens et qu'il était héritier des anciens. Et il était... comme Bach, plus ou moins autodidacte, mais en ayant lu tellement de partitions. D'ailleurs, il analyse la musique de façon... il analysait lui-même la musique de ses prédécesseurs de façon très révolutionnaire et magnifique. Donc, voilà. Oui, donc alors, la couverture de ce disque, d'ailleurs, pour le label Aparté, c'est un tableau de László Moholy-Nagy, une œuvre de 1927. Ça s'est marqué dans le livret qui accompagne le disque. Hein. C'est pas moi qui ai tout de suite repéré ça. J'avoue que c'est donc Justine Harrison qui a fait ce texte que je trouve très réussi dans la pochette et qui m'a proposé un certain nombre de peintures et je trouve très 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 réussi ce choix. Oui, alors donc c'est J'aime vraiment, beaucoup. oui, ça marque en plus le lien entre ces 4 compositeurs. Oui, c'est vraiment étonnant. Et je trouve formidable justement de les avoir mis comme héritiers de Bach, parce que pour vous, ça vous saute aux yeux, puisque vous disiez que c'était la sonate de Berg qui vous avait mené vers cette idée de joindre Schoenberg et Webern, oui. Oui, mais alors, pour nous, c'est pas toujours évident. Oui, alors, si vous voulez, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais je voulais absolument qu'on soit, comment dire, cette musique est souvent, enfin, je parle de Berg, surtout Schoenberg et Webern, considérée comme un peu difficile à écouter. Et alors que moi, je la ressens fortement, je ne pense pas que ça soit desséché du tout. Webern, c'est du malheur. Enfin, il y a une expressivité, c'est même au-delà de la musique, tellement c'est les suspensions de Webern. C'est extraordinaire, je veux dire, mais alors concentré à un tel point, enfin, que c'est presque pas possible de le jouer. Enfin, c'est rêvé, c'est de la musique rêvée. Mais je voulais que ça rende l'écoute de ces compositeurs plus facile aussi. C'est-à-dire, je voulais leur rendre hommage en les mettant en valeur le plus possible. Et je pense que l'idée de les associer à Bach Bach a ce talent, enfin ce génie, mais je dis talent quand on est interprète, que quand on l'associe par exemple avec des musiques compliquées, qui paraissent compliquées, ça devient beaucoup plus facile de les écouter. Par exemple, vous pouvez jouer Bach avec le dernier Fauré, c'est merveilleux. Et ben là c'est un petit peu ça l'idée. Étant donné que la sonate de Berg est toute seule dans la production pianistique de Berg et Webern également, ces œuvres sont rarement enregistrées. Donc c'était pour moi l'occasion de les mettre, de les enregistrer en les mettant en valeur. Voilà. Oui, d'ailleurs, cette sonate de Berg, c'est son opus 1, je crois. Absolument. Pas. Oui. Donc, vraiment une œuvre
de jeunesse, et il l'a composé finalement. Alors ça, c'est la notice qui le rappelle, dans la notice qui accompagne votre disque, Hortense Cartier-Bresson. Il l'a composé quasiment au même âge où Bach a composé cette toccata. Donc, ça, c'est une touchant, coïncidence, mais c'est une belle coïncidence. Effectivement, beaucoup plus ça. C'est touchant. Alors, en revanche, les variations de Webern, qui datent de 1935-36, sont bien postérieures. Tout à fait. Et aussi, c'est une magnifique manière de clôturer ce disque. Enfin, je ne pouvais pas terminer autrement qu'avec les variations de Webern. Ça, c'était très, très important parce que ce dernier accord qui nous amène dans un silence infini, vraiment de pianissimo, après tout ce qui s'est passé, cette intensité incroyable. Je crois que Webern a poussé au paroxysme le rapport des sons entre eux. Et il l'imagine de façon tellement puissante que un intervalle, 2 notes, c'est déjà un événement musical incroyable. Et alors, le piano, pour ça, c'est difficile, parce que c'est quand même un instrument qui n'a pas de vibrato, qui n'a pas de legato, entre guillemets. Donc, on doit vraiment le rêver beaucoup, le legato. Vous me disiez, pour revenir à Bach, et hors micro, vous me disiez que vous travaillez en ce moment les partitas de Bach. Mais quoi, vous êtes dans une période où vous êtes hanté par ce compositeur? Ça fait une vingtaine d'années, oui. Ah oui, quand même. Oui. Donc je ne joue pas que Bach, mais j'ai besoin de beaucoup de temps pour j'ai envie de cheminer, mais je crois qu'il m'accompagnera toute ma vie maintenant. Voilà, je peux plus me passer de lui. Mais ça procure effectivement une joie quand on l'interprète. Enfin, il y a quelque chose de jouissif quand même. De jouissif, c'est le compositeur qui m'a peut-être le plus aidé dans ma vie, le plus aidé à vivre. Et même quand vous veniez de passer ce concours Liszt en Hongrie. Ça c'était quand j'ai fait le concours Liszt-Bartók. Alors là, dans cette période-là, j'en ai joué beaucoup moins. Là, ça commençait à être cette période où on se posait trop de questions sur la manière de jouer Bach. Et là, je me suis dit, là, tu n'es pas prête pour cette réflexion-là. Commence par jouer tous ces Liszt, tous ces Bartók. Et j'ai repris Beethoven beaucoup. Ensuite, j'ai beaucoup joué les préludes de Chopin. C'est drôle parce que, voilà, le prélude de Chopin pourrait être associé à Bach. Encore. Il y a tellement de compositeurs qui pourraient être associés à Bach. C'est incroyable. Et voilà. Et donc j'ai eu toute une période où je n'osais pas m'y coller parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Et donc quand j'ai recommencé, ça a été très progressif. Hein, je veux dire, j'ai encore beaucoup de travail. Je trouve ça vraiment compliqué. Mais tellement passionnant. Puis on se met à jouer ça le matin, on passe une meilleure journée. Oui, c'est vrai, parce que souvent, ce sont les violonistes ou les violoncellistes qui disent à quel point c'est leur musique nourricière, mais effectivement, pour les pianistes aussi. Et puis aussi, il m'a fait faire des progrès, je trouve. Parce que c'est d'une telle exigence d'écoute, de réalisation, la polyphonie, etc. Et ça calme beaucoup, donc ça fait faire des progrès. Alors, vous parliez de Bach Forêt, ce serait une belle idée pour c'est magnifique, suite, ça c'est magnifique. Faire un autre ça, disque. C'est une bonne idée, oui. Vraiment. C'est un lien en plus encore plus inattendu. Encore plus inattendu, mais génial. Je l'ai fait en concert, d'enchaîner Bach et Forêt. Et ça marche. Alors, mais plutôt le dernier Forêt, bien sûr. Je le disais la dernière fois que je vous avais eu le plaisir de vous interviewer, c'était à propos de votre disque Brahms consacré aux derniers opus de Brahms. Et puis j'avais un souvenir d'un concert magnifique qui accompagnait la sortie de ce disque. Ce sont des œuvres que vous continuez à jouer, ou alors souvent il y a un projet comme ça discographique, vous travaillez énormément des œuvres et puis après vous passez à autre chose. C'est-à-dire que non, je continue à les jouer, bien sûr. J'avoue que l'intensité de l'enregistrement, quand j'ai dû reprendre les Brahms, j'ai eu un petit moment où j'avais envie de passer à autre chose, mais c'est après qu'on est très content, parce que d'enregistrer fait faire beaucoup de progrès, donc on joue mieux après. Hein, forcément, parce qu'on a entendu, on a travaillé tellement sur les œuvres. Beaucoup d'artistes n'aiment pas s'écouter aussi, n'aiment pas écouter leur disque. Moi, une fois qu'il est fait, moi je l'écoute pas. Hein. J'ai écouté évidemment le master, je le connais ce disque, je le connais par cœur, donc j'ai plus besoin de l'écouter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir besoin de passer à autre chose et d'y revenir après. Voilà. C'est-à-dire que nous, les pianistes, en plus,
Ça dépend de ce qu'on nous propose, ce qu'on nous demande, etc. Mais on peut choisir quand même souvent les programmes de récital, donc on peut faire une mixture. Enfin, donc voilà, mais bien sûr, je les rejoue, les Brahms, bien sûr. Ah non, mais heureusement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est, je voulais savoir si chaque projet, justement, nécessite un tel travail, un tel investissement, qu'après, au bout d'un moment, vous voulez passer à d'autres Ah ben moi, j'ai œuvres. besoin de changer. Là, en ce moment, je suis dans Schubert. Ah ben voilà, donc ouais, dans Schubert. Si c'est pas Je- trop la, indiscret. la grande sonate en la majeure, l'avant-dernière. J'ai joué récemment la grande sonate en la mineure. Oui, oui, là, ça y est, c'est à nouveau. Ah oui, on peut pas dire que le mouvement lent de cette sonate en la majeure vous plonge dans la même euphorie que les Bach qu'on évoquait, Hortense Cartier-Bresson. Ça met dans un autre état, cette Ça douleur met dans un autre schubertienne. état, mais Bach aussi, mais c'est une tristesse douce qui peut faire, qui est une consolation. Oui, une tristesse oui, libératrice. Ouais, il y a une consolation chez Schubert, je trouve, Oui, oui. quelque part. Même si c'est très souvent désespéré. Bah, tout ça, on a envie de vous écouter, que ce soit Fauré, Schubert, enfin tous les autres. Et alors, pour vous écouter aussi en musique de chambre, il y a ce festival dont vous êtes la directrice artistique, qui aura lieu du 3 au 6 juin prochain, week-end de Pentecôte, ce festival de l'après, où là, vous êtes entouré de tout un aréopage de musiciens particulièrement talentueux. J'ai Alors, beaucoup de chance d'être entourée par... eux aussi, des- s'ils je- viennent, c'est qu'ils doivent Oui, être mais heureux de jouer ils là. sont très contents de venir. Pierre Fouchonneret est un fidèle de ce festival. Donc il est venu tous les ans depuis que On je va suis croire que cette directrice. émission est consacrée entièrement aux frères Fouchonneret. On a parlé de Théo, Ah bah, ils on font parle de partie Pierre. de ma famille musicale. Alors là, vraiment, je suis ravie de parler d'eux. C'est comme vraiment ma famille. Et François Salle qui est déjà venu, et là, il vient nous faire des œuvres de Neuburger et de Maratka en solo monumental. C'est fantastique. Je vais faire le deuxième trio de Schumann avec Oui, lui. parce que Et Ayako Tanaka, que j'aime énormément, avec qui j'avais fait beaucoup de musique de chambre aussi. Jean-Frédéric Neuburger, qui est un magnifique pianiste, Il est moi, j'ai entendu compositeur. des compositions C'est formidables. magnifique. Oui, Le oui. quatuor Strada était venu faire à l'après le quatuor de Neuburger. Mais c'est un souvenir saisissant. Ah, pour moi, c'est un des Ah, grands mais compositeurs. Moi aussi, je suis d'accord avec vous. J'aime énormément Et donc, ces œuvres. Il y aura Ouais, le ouais. Quatuor Hermès, il y Le aura. quatuor Hermès qui sont merveilleux. Voilà. Et puis de jeunes. Alors, certains de vos élèves. Alors, j'ai deux anciens élèves qui viennent de sortir du conservatoire. Fan Yu Cheng, qui est un merveilleux pianiste chinois, et Arthur Hinewinkel, grand talent, qui est maintenant à la Fondation Saint-Ger-Polignac et qui commence à faire ses armes de concert. Et je trouve très important. Et alors, ils font un récital, chacun. Ça, c'est pour leur donner l'occasion Bah oui, il faut qu'ils jouent, les jeunes, c'est important, mais je les fais jouer aussi avec les musiciens du d'autres festival. musiciens. Voilà. Franchement, oui. Ça fait quoi quand, justement, on a enseigné à des élèves comme ça, de voir qu'après, ça devient des musiciens aussi formidables. Enfin, c'est une question. Comment ne pas tomber dans le cliché avec cette question, mais ça doit être quand même très émouvant. Enfin. Ah bah, oui, j'ai pas beaucoup de mots pour le dire. C'est comme moi, ça m'émeut énormément, bien sûr. Et puis, et en même temps, si vous voulez, c'est comme c'est ce mélange on accompagne quelqu'un pendant on a l'impression un petit peu l'enseignement, on prend par la main, on est un petit peu comme des jardiniers, il faut arroser, quelquefois mettre un peu d'engrais, etc. Et puis quand la plante est en bonne forme, et que de les voir, moi ce qui m'émeut le plus, c'est quand ils se développent bien sans moi. Ça, je trouve ça génial, parce qu'ils n'aient plus besoin de personne. Et parce que ça veut dire que c'est ancré en eux et qu'ils ils vont cheminer avec la musique toute leur vie. Parce que c'est ça le plus important, finalement. Mais parfois, C'est ça le doit long être terme. dur aussi pour un artiste de se rendre compte qu'il peut aller tout seul, qu'il n'a plus besoin de Oui, recueillir des conseils. de temps en temps, j'ai des petits coups de fil. Ça peut arriver. Mais oui, ils vont voir d'autres personnes, bien sûr. Mais moi, personnellement, j'ai adoré terminer mes études avec Schabuck. Ah oui, le jour où c'était terminé, j'étais heureuse. Je me suis dit, bon, maintenant, ça y est, là, j'y vais. Mais à quel moment on décide que c'est terminé? Parce que quand vous étudiez avec quelqu'un comme Schabuck, c'est pas comme un cycle au conservatoire où il y a une temporalité qui est Non, précisément après décrite. Bloomington, j'étais retournée le voir dans certaines masterclass. Et ça s'est fait en moi. Enfin, je veux dire... pour lui, c'était évident aussi. Je me souviens même d'une masterclass où il m'a dit « Je crois que je peux vous aider à m'oublier. »
Magnifique, un mot magnifique, parce que c'est tellement important d'oublier son prof. Voilà. Et vous aviez joué avec son alter ego, Janos Starker? Ah bah, j'ai joué pour Starker toutes les semaines pendant 3 ans à Bloomington. Je me souviens d'ailleurs d'un concert j'accompagnais- particulièrement émouvant que je vous avais entendu. C'était un hommage à Janos Starker au Théâtre de la Ville Ah bah oui. il y a quelques Bien années. sûr. Et vous aviez joué en duo avec un violoncelliste. C'était avec Raphaël. Oui, voilà, je vous prie je vais bien m'excuser, mais et c'était formidable, c'était un concert particulièrement émouvant. Bah oui, ça c'était, on était tous très très émus. Et j'ai joué la sonate de Kodály. Donc, Oui, il y a quand même ce lien fort avec la Hongrie. ah bah oui, bien sûr, mais ça restera toujours aussi, bien sûr. Mais c'est un lien fort qui s'est auto-créé ou il y avait chez vous un lien préexistant Alors, je dirais que vous savez, les choses... non, parce que moi, je n'ai aucune origine de l'Est ou quoi que ce soit, mais mes atavismes musicaux, si vous voulez, étaient beaucoup plus germaniques que français quand j'étais petite. Vraiment. Déjà, vous parliez de votre amour de Bach. Bach, je lisais tout Schumann, j'accompagnais les leaders de Schumann et de Schubert avec mon père qui ne savait pas chanter mais qui était très très musicien. Enfin, j'étais baignée dans ce répertoire, enfin c'était génial. Donc, et j'écoutais en boucle le mouvement lent du 3e concerto de Bartók quand j'étais petite. Ah oui. Donc, Qui est le concerto le plus mozartien de Bartók. Voilà, mais enfin, Adagio religioso du mouvement lent, c'est quelque chose. Bah, c'est lié à Bach d'ailleurs, c'est Oui, tellement oui. lié à Bach. Bon, bref. Bartók est très lié à Bach, ça marche aussi. Hein. Bon, on attend ça aussi. Enfin, vous avez du pain sur la planche. Bartók et à cause de Beethoven, moi. Bartók et Beethoven et Bartók et Bach. Ouais. Enfin bon, bref, il y a des liens incroyables toujours. Et ensuite, donc, j'ai fait mes études au conservatoire. Mais bon, si maintenant je suis très très débutiste, mais Chopin-Debussy, c'était pas ce que je préférais, si vous voulez, à cette époque-là. Et j'ai rencontré Chabuk quand j'étais en 3e cycle. Et donc, c'est grâce à Chabuk que j'ai eu ce lien avec la Hongrie. Mais je suis pas partie pour Bartók, je suis partie pour Chabuk. Et c'est parce que j'étais chez Chabuk que je lui ai demandé de m'apprendre à jouer Bartók. Voilà. Ah bah, c'est sur ce trait qu'on va se séparer. Hortense Cartier-Bresson, je rappelle ce disque magnifique autour de 3 toccatas de Bach, les 3 Klavierstücke de Schoenberg qui accompagnent aussi la sonate de Berg et ses variations opus 27 de Weber, un disque qui vient de paraître pour le label Aparté, comme votre précédent disque consacré aux dernières œuvres de Brahms. Excusez-moi de rappeler ce précédent disque, mais c'est aussi un jalon essentiel de la discographie, et puis c'est des œuvres aussi tellement sublimes. Je vous remercie. Et donc, c'est sur ces mots qu'on va se séparer. Hortense Cartier-Bresson, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec la pianiste Hortense Cartier-Bresson, je vous propose de l'écouter interpréter une toccata de Bach, BWV 910, suivie de la sonate d'Alban Berg, sonate opus 1. Merci pour votre écoute, bonne fin de soirée sur RCJ.